Voilà, après cette partie très, très académique, j'espère avoir donné envie de se rapprocher de ces laboratoires. J'ai l'impression vraiment que c'était assez foisonnant et qu'on avait beaucoup de cas d'usage. Maintenant, on va plutôt aborder une partie plus industrielle, avoir un cas d'usage qui est en cours et qui est assez passionnant, qui se passe dans l'industrie. J'invite tout de suite à monter sur scène avec moi Olivier Detel, CEO, cofondateur de Firecell, et Cyril Mielzarek, CEO de Miodex. Bienvenue à vous. Je vous en prie, installez-vous. Oui, mettez-vous tous les deux. Alors je le disais, on est plutôt sur le versant industriel avec vous. Je vais donner quelques mots de contexte, après je vous laisserai bien sûr présenter vos entreprises. La 5G s'est développée et a connu un coup d'accélérateur il y a quelques mois, l'année dernière pour être plus précis, avec le lancement de démonstrateurs sur le territoire, où il fallait démontrer la valeur ajoutée, les technologies de la 5G et quelles étaient sa valeur ajoutée. Et vous avez participé à un de ces projets. Je vous ai invité pour présenter Géo 5G. C'est le projet que vous portez tous les deux. Je vous laisse vous présenter. Quelle est votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Et puis après, on présentera un petit peu plus le projet. Je vais commencer. Vous m'entendez? Très bien. Ouais. Bonjour à tous, Olivier Detel. Donc, je suis cofondateur de Firecell. Firecell, c'est une société assez jeune puisqu'on a créé cette entreprise il y a 2 ans et demi. Suite à un mouvement du gouvernement qui est la libéralisation d'une partie des fréquences pour les entreprises. Et nous, on y a vu une opportunité de marché, c'est-à-dire que pour la première fois, les entreprises vont pouvoir utiliser une partie du spectre pour déployer leur propre réseau dédié vraiment spécifiquement à leurs besoins à l'intérieur d'une usine, d'un entrepôt, d'un hôpital, il y a énormément de choses. Et comme l'a dit, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Raymond Knopp tout à l'heure, effectivement il y a cette convergence, enfin cette virtualisation des réseaux qui les rapproche de l'informatique, qui nous a semblé être une opportunité pour créer un acteur un peu alternatif en utilisant de nouvelles technologies, dont du code open source. Et donc nous, on a vraiment créé Firecell avec au cœur une mission, celle de démocratiser la 5G pour les entreprises, pour les aider vraiment à pouvoir utiliser cette technologie pour leurs propres besoins, qui sont essentiellement des besoins de transformation digitale. Comment vous êtes arrivé à... Vous êtes vraiment partie des besoins des industriels. C'est vrai qu'on a eu une table ronde plutôt académique, sans dire que c'était tout le temps très techno. C'est les chercheurs qui travaillent vraiment sur la partie très technologique et puis qui travaillent avec des industriels. Ensuite, vous, c'est l'inverse. Vous avez manifestement essayé de savoir comment pouvait être utilisée la 5G dans l'industrie. Alors nous, on est d'abord des entrepreneurs. Et donc, on est d'abord allé voir les entreprises. Donc, on a commencé l'aventure en interrogeant 40 entreprises dans toute la chaîne de valeur pour comprendre si la 5G et l'utilisation des fréquences dédiées aux entreprises avaient un intérêt pour elles. Et on a eu un retour vraiment phénoménal que nous, on n'avait jamais vu avant. Dans le passé, on avait monté une autre société dans la 4G et on avait vraiment pas du tout eu ce retour d'expérience. Par contre, il y avait des freins, il y avait des peurs. Les peurs, c'était la 5G, c'est un truc d'opérateur, donc c'est cher et c'est complexe. Et c'est pas pour nous. Et c'est là qu'on s'est dit, mais attendez, il y a justement une nouvelle opportunité, il y a des nouvelles solutions, il y a des logiciels libres, et il y a donc probablement une nouvelle approche à adopter pour aller aider ces entreprises. Donc, et c'est là que très tôt, en fait... Il y avait des besoins qui s'exprimaient. Oui, les besoins étaient très clairs. Si vous voulez, on ne le sait pas, mais on a l'impression qu'il y a du Wi-Fi partout. Mais dans le monde industriel ou dans le monde des entrepôts, en fait, il n'y a que 3% des communications qui sont sans fil. Donc, on est dans un terrain vierge. C'est comme s'il n'y avait rien. Donc, la majorité des usages qui sont des usages, alors je vais vous donner des exemples, aller scanner des palettes avec une douchette,
faire tourner des flottes de robots dans un entrepôt, connecter des caméras sur des lignes de production, connecter des outils, ce qu'on a fait, ce dont on va parler après avec Cyril. Voilà, toutes ces choses-là sont des besoins qui ont été exprimés par ces entreprises et qui n'étaient pas adressés aujourd'hui. Et les quelques entreprises qui se sont essayées au Wi-Fi se sont un peu cassées les dents. Donc nous, on a eu des retours d'expérience qui nous disaient en fait, j'arrive pas à régler mon Wi-Fi, j'ai des trous de couverture à l'intérieur de mes bâtiments, j'ai pas de stabilité, j'ai pas la latence dont j'ai besoin, donc, etc. il y avait des technologies qui existaient, la Wi-Fi, mais qui ne correspondaient pas aux attentes, ou aux exigences d'industriels, si j'ai bien compris. Du coup, besoin d'innovation, comment on fait quand on ne vient pas de la 5G, vers qui on se tourne et vers qui on se tourne? Alors nous, on avait une expérience télécom, puisque avec l'équipe fondatrice, on a plus de 20 ans d'expérience dans les télécoms. Mais on a identifié à ce moment-là, chez l'Eurecom, cette nouveauté qui était un logiciel open source qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, comme un moyen pour finalement aller plus vite dans le développement d'un produit commercial, et puis aussi de baisser les coûts du réseau. Puisque quand je vous ai parlé de notre objectif de démocratiser les réseaux 5G pour les entreprises, il y a non seulement les rendre accessibles, donc ça veut dire simplifier la techno, faire en sorte que ce soit aussi simple qu'un réseau Wi-Fi à installer et à maintenir, mais il y a aussi faire en sorte que ce soit le moins cher possible. Donc, on a parlé de logiciels open source, mais il y a aussi des standards ouverts. Alors, on n'a pas cité le nom tout à l'heure, mais il y a un nom un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ORAN ou l'OpenRAN, qui permet la virtualisation en fait, des réseaux et qui permet d'être agnostique au matériel hardware. Donc, nous, c'est un des moyens qu'on utilise pour aller chercher, sourcer différents fournisseurs de hardware et baisser le coût du réseau pour offrir la meilleure solution à nos clients. Vous avez développé un produit clé en main avec Eurecom, c'est comme ça que ça s'est passé? Alors, le logiciel Eurecom, il n'est pas clé en main, donc il faut développer plein de trucs autour, mais on travaille main dans la main avec l'Eurecom pour l'améliorer, le code source, et puis nous, on développe des briques propriétaires autour, donc la licence, effectivement, le permet. Et le produit, alors du coup, c'est quelque chose de... On a parlé de géolocalisation, on géolocalise quoi avec la Alors d'abord, on connecte. En fait, l'usage numéro 1, c'est déjà de connecter des équipements. Et ensuite, nous, très tôt, on a identifié une opportunité additionnelle, qui est un cas d'usage au-delà de ceux que j'ai exprimés, qui est la capacité d'un réseau 5G de géolocaliser de manière très précisément un équipement, donc là vous allez voir une visseuse, dans une usine pour répondre à des questions de gain de temps, de gain de qualité pour des opérateurs sur le terrain. Et donc ça nous a été remonté par des fabricants automobiles ou des fabricants dans l'aéronautique. Je crois qu'il est temps de se tourner vers votre camarade Cyril Mielzarek. Les outils, c'est vous. Oui. Racontez-nous un petit peu où vous en étiez, vous, de vos collaborations avec les industriels et comment vous avez rencontré Olivier. Alors, avant la rencontre, donc nous, on est experts en solutions d'assemblage industriel. Bien comme ça. Ouais. C'est bon. Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ce métier-là. Je suis un ancien de chez Peugeot Citroën Automobile. Donc je gravite dans ce monde depuis pas mal d'années. Depuis des années, on a des problèmes de géolocalisation en fait, parce qu'on démocratise beaucoup les outils sans fil. Le problème, c'est qu'on doit garantir en fait en permanence que l'outil est au bon poste pour faire le travail qu'il a à faire. On doit garantir qu'un véhicule est livré avec toutes ses vis. C'est quand même mieux pour tout le monde, comme pour les avions. La rencontre ensuite avec FireCell, c'est une rencontre hasardeuse, je serais tenté de dire, qui n'était pas forcément prévue. Donc nous, on propose des solutions d'outils connectés pour tout ce qui est client industriel, aéronautique, automobile, un peu de ferroviaire maintenant. On cherche de plus en plus à connecter les outils. Aujourd'hui, c'est plus du Wi-Fi, mais c'est pas forcément démocratisé, c'est plutôt complexe en fait dans des milieux industriels avec l'environnement métallique qu'on retrouve un peu ici, mais version XXL. Imaginez avec des avions, avec la carlingue d'un avion, du métal, il y en a absolument partout. Et donc en fait, on a travaillé donc, depuis peut-être 4-5 ans, on s'est rencontrés, 3-4 ans, je ne me rappelle plus exactement, 3 ans, sur l'idée de ce démonstrateur-là. Aujourd'hui, sur les outils connectés comme ceux-ci, on a vraiment un besoin
Comme vous voyez à l'écran, en effet. Il faut vraiment imaginer présenter que ces outils, en fait, on doit garantir qu'ils sont sur le bon véhicule ou le bon poste de travail. D'accord. Tout simplement, c'est qu'avant, on n'avait que des fils. Donc c'était facile de garantir une localisation puisqu'on ne pouvait pas aller plus loin que le fil. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mettez bien le micro. De plus en plus. Pardon. Donc voilà. Très bien, on a compris le besoin. On va lancer peut-être peut-être pas une présentation, mais une illustration de ce que vous avez fait ensemble. Si on y arrive. Bon, on va faire ça. Je me tourne vers la technique là-bas. Non, mais c'est pas très grave. Donc, c'est pas grave, mais on va sur notre rencontre et sur l'explication du projet d'IGEO 5G, donc on a identifié ce besoin très tôt et on a décidé de répondre ensemble à un des appels à projets du plan France 2030 sur la 5G avec ce cas d'usage de géolocalisation indoor sur la base d'un réseau 5G. Donc, ce projet est allé jusqu'au bout, puisqu'on a été lauréat, je pense, début 2022, à peu près. Après, malheureusement, c'est quand même encore un petit peu long, hein, ces projets. Il faut répondre. Il fallait l'aval du Premier ministre. Donc, on est passé par toutes ces phases. Je pense qu'une des forces du projet, ça a été d'avoir monté un écosystème vraiment complet, dans lequel de partenaires. Normalement, on a une présentation, mais on n'arrive pas à la mettre. Ah voilà, ça y est. Et on va avoir les partenaires. Alors vas-y, voilà. Les partenaires sont là. Donc vous avez Axians, qui est un intégrateur système, Eurouti, Miodex, qui sont à peu près sur le même métier, donc fournisseurs d'outils connectés. Et puis Peugeot, qui est notre partenaire, puisque là, on est en train de monter une expérimentation pour l'instant, dans une première étape au Matern Lab à Sochaux, qui est en fait une espèce de grand showroom dans lequel Peugeot teste ses technologies. Et l'idée, c'est celle qui est montrée ici sur cette illustration, c'est d'arriver avec un réseau 5G, de traquer à moins d'1 mètre un outil connecté comme celui-ci, sur lequel on va mettre un module 5G, qui va permettre au réseau de localiser cet outil et de faire aussi du géofencing, donc d'arrêter l'outil, donc ça c'est la partie de Cyril, de contrôler cet outil en fonction de sa localisation dans l'espace. Donc là vous voyez sur cette illustration, on montre ce qu'on appelle un pas de travail, qui est une espèce de bloc autour d'une voiture. Et donc il y a un certain nombre d'opérations qui doivent être faites dans ce bloc. Et si l'outil sort du bloc sans avoir finalisé sa séquence de travail, l'outil va être bloqué. Actuellement, Cyril, les outils connectés, avant la pré-5G, ils sont connectés. Qu'est-ce qu'ils envoient comme information? Et est-ce que c'est cher d'équiper avec ce type d'antenne un poste de travail? Alors c'est excessivement cher, hein, parce que c'est des technologies que moi je connais moins bien que Olivier. C'est UWA, il y a UWB, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre encore. Ouais. C'est vraiment c'est excessif et c'est lié au pas de travail. En fait, on doit mettre des tas de capteurs tout autour du véhicule pour garantir. Alors j'explique, parce qu'il faut quand même savoir que la voiture, on la voit fixe là sur l'image, mais la voiture elle avance. Elle fait à peu près 1 mètre tous les 10 secondes. Non, tu peux laisser pour l'instant. Ouais. Tu veux que je monte ça? Voilà, faut imaginer une chaîne automobile comme ça. C'est que la voiture, elle avance en permanence. Elle ne s'arrête pas. Ce serait trop simple sinon. Aujourd'hui, comment on fonctionnait? C'était beaucoup des outils filaires. Et ça l'est encore dans l'automobile, tout simplement parce qu'on cherche des solutions accessibles en termes de tarifs. Pour garantir que le cube que vous avez vu tout à l'heure, qui était le pas de travail, on puisse visser dedans. On a interdiction de continuer à visser le véhicule quand il est sorti, y compris quand l'outil est sorti. Donc je vous dis tout à l'heure, avec un câble, c'est hyper facile. Quand vous arrivez au bout du câble, ça fonctionne plus. Avec des outils comme ceux-là, qui sont beaucoup plus ergonomiques, pour aller visser dans le véhicule notamment, ça devient plus complexe en fait. Et il faut savoir qu'en fait, les outils qu'on cherche à tracer, c'est que ce qu'on appelle pour les vis de sécurité. C'est genre des vis de roue, c'est genre les ceintures de sécurité, parce que c'est plutôt pratique si ça fonctionne bien. Pas mal vissé. Et donc on doit garantir qu'elle a été vissée et correctement. Alors nous on parle de couple et d'angle, ça vous parle absolument pas. C'est ce qui garantit, à 98 ou 99%, qu'on a vissé correctement une vis et qu'elle fait son travail surtout. Parce que la bien la visser c'est une chose, mais qu'elle fasse son travail correctement, c'en est une autre. Donc il faut imaginer quand même que le véhicule avance en permanence. D'accord ? Donc quand le véhicule est sorti, on interdit de travailler, potentiellement la ligne s'arrête.
Les contraintes sont différentes. On parle de l'automobile là, mais il y a l'aéronautique aussi qui est un vrai sujet. Il faut savoir qu'une voiture, ça pourrait être 2000 vis, pour une petite idée. Et l'avion, c'est surréaliste parce que je l'ai appris en début de semaine, c'est juste 1,2 million de fixations pour un autre A130. Je ne sais pas si vous visualisez, moi je l'ai appris cette semaine, je ne pensais pas que c'était autant. Donc c'est juste surréaliste. Et on doit garantir qu'on a fixé les fixations en beau poste avec toutes les qualités requises. Couplé, angle et plein d'autres petites bricoles pour le vissage. Donc imaginez la complexité en fait quand on voit un milieu industriel comme celui-ci, si on doit mettre des capteurs à chaque pas de travail. Oui, c'est effectivement impressionnant. On se rend peut-être pas forcément compte effectivement de la complexité. Olivier, allez-y. Bah non, donc en fait, c'est pour ça que une solution d'un réseau 5G a tout son intérêt. C'est qu'en plus d'aller connecter des outils, des tablettes et tout un tas d'équipements dans l'usine, on va en plus, avec la même infrastructure, donc le même investissement, être capable d'aller géolocaliser un certain nombre d'équipements qui sont stratégiques pour le constructeur, pour le fabricant. Le fait que ce soit en 5G, est-ce qu'on a plus d'informations qui remontent vers l'opérateur, je ne sais pas, le système? Je veux dire, on a parlé de sécurité, j'ai l'impression que la partie qualité, c'est vraiment l'objectif. C'est primordial. C'est primordial. Oui. Mal vissé, bien vissé, est-ce qu'on... Moi, j'avais simplement pensé égarer les outils, tout simplement. Ça peut être aussi une question d'économie. C'est aussi une piste. C'est aussi une piste. Juste pour info, juste une usine comme une usine Airbus, par exemple, pour ne pas les nommer, c'est entre 15 000 et 30 000 outils dans une usine. Et je parle que des outils portatifs. Je parle pas du reste. C'est surréaliste en fait. Et aujourd'hui, c'est un gros sujet. C'est assez intéressant. On suivra ça. Pour l'instant, vous êtes chez Peugeot. Alors, Stellantis, bon, en tout cas à Sochaux. Comment ça se passe? Vous avez installé des antennes, vous avez développé des outils. Combien il y a d'outils déployés et quand est-ce que ça commence? Est-ce que ça a déjà commencé? Alors, ça va commencer cet hiver plutôt, parce que comme tous les projets, celui-ci a pris un peu de retard. Donc on va vraiment déployer un petit réseau 5G dans cet espace Matern Lab à Sochaux. Et ensuite, on va aller positionner quelques dizaines d'outils sur lesquels on va réaliser des tests de géolocalisation et de précision. Puisque en fait, enfin, vous avez compris avec nos amis universitaires, localiser quand il n'y a aucun obstacle, c'est assez facile. Mais dans une usine, il y a plein d'obstacles. Il y a des carcasses de voitures, il y a des carcasses des cockpits d'avions, il y a tout un tas de choses. Et donc, toute la difficulté et tout le travail de recherche qui est à faire, c'est justement d'être capable d'apporter cette précision, y compris dans des conditions qui sont difficiles. D'accord. Ça commence bientôt, donc j'ai bien compris. Comment on mesure, c'est quoi? Vous avez des indicateurs, plus de voitures réussies, plus de vis réussies en moins de temps? Est-ce que vous avez des indicateurs de qualité? En gros, comment on va mesurer l'impact de ces types d'installations? C'est plutôt une bonne question, ça, en fait. Honnêtement, je ne sais pas. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de savoir comment on va connecter tous ces outils-là à terme. Aujourd'hui, le Wi-Fi, il va être totalement dépassé à terme. Donc c'est un vrai sujet, comme Olivier a tendance à dire, que la 5G est un couteau suisse. Je commence à en prendre un peu plus conscience, parce que moi, je ne suis pas du même métier qu'Olivier. Avec la démultiplication des outils, ça va devenir un véritable enjeu. Parce qu'aujourd'hui, on cherche quand même à localiser de plus en plus, à tracer de plus en plus, tout simplement pour faire un peu pas de la maintenance prédictive, mais presque pas loin. Et l'enjeu, il est de plus en plus de monitorer, en fait, on va dire, tous les outils. Mon métier, c'est l'assemblage, donc il y a ça, mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver. J'imagine, on parlait beaucoup de logiciels dans la première table ronde qui prenaient le pas sur le composant. Le logiciel va être clé pour arriver à piloter toute la data que ça va remonter. C'est souvent le sujet, c'est qu'il faut faire remonter la donnée, mais après surtout il faut la traiter. Un petit mot. Ouais. Ça c'est notre solution, en fait, c'est une solution Miodex, en fait, on nous permet de piloter, de monitorer tous les outils connectés, en fait, quels qu'ils soient. C'est comme l'image l'indique, on l'a mis là où il y a la petite photo sympa bleue. Et l'idée justement, c'est de tracer toutes ces choses-là. Il y aura même à terme, je pense, un peu d'intelligence artificielle pour imaginer si on arrive à faire quelque chose de toutes ces données. Je ne suis pas encore complètement convaincu, pour être tout à fait honnête.
Mais l'idée, c'est de pouvoir en tracer le plus possible et surtout de garantir en fait à la fin que le véhicule ou quel que soit le produit soit livré bon. Parce que l'objectif d'un industriel, il faut quand même savoir, c'est de faire bon du premier coup. C'est pas de faire de la retouche. Aujourd'hui, un client industriel qui fait de la retouche, ça coûte de l'argent. Et ça, s'ils peuvent s'ils peuvent faire la retouche au plus près de la ligne d'assemblage, c'est des économies non substantielles. Très bien. Je peux vous assurer. Ouais, donc vous voyez, on est vraiment sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un réseau 5G, non seulement il va permettre de remonter tout un tas d'informations qui vont donner à l'industriel des outils pour piloter, mieux comprendre tout ce qui se passe au sein de son usine, et en plus d'aller de manière très précise, vraiment aider ses opérateurs à fonctionner au jour le jour. Donc en fait, on change même la manière dont le métier d'opérateur fonctionne sur le terrain. Là, on est sur l'automobile, Sochaux, pour le coup, on est vraiment au cœur de la réindustrialiser, garder des usines. En plus, dans cet environnement, c'était important que ça se modernise. Votre marché, c'est l'automobile. Est-ce que vous avez d'autres perspectives? Est-ce qu'on vous appelle pour les usines? J'imagine qu'on peut connecter des centaines d'usines de plein de filières différentes. C'est quoi l'avenir? Moi, je pense que c'est tous les industriels globalement qui cherchent à réduire leurs coûts et à tracer absolument tous leurs outils. Aujourd'hui, on est sur un cas d'usage d'un client, on peut pas forcément le nommer, mais ça peut vous faire rire, mais dans des halls de 5000 ou 10 000 m² où ils perdent leurs aspirateurs. Le challenge, et c'est pas une blague, vous allez rigoler, mais c'est de les retrouver et potentiellement savoir où ils sont. Et le petit délire qu'on a nous en plus, c'est de le faire en 3D. C'est là où c'est la différence avec le cas d'usage de Stellantis. C'est que par exemple on va le géolocaliser en 3D. Donc, parce qu'en fait, c'est-à-dire en 3 dimensions, en hauteur y compris. Ok, d'accord. On va tenter de le géolocaliser en 3D, donc également à la hauteur, parce que sur certains clients, on va dire qu'il y a des projets qui sont des produits qui sont très gros par rapport à l'automobile, et on travaille sur plusieurs étages. Un aspirateur au-dessus de n'importe quel. Sur des passerelles ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est de voir ça. On a un cas d'usage, malheureusement, on ne peut pas forcément le dire encore. C'est un atelier de 5000 m². On travaille dessus, on peut les nommer avec Orange Innovation. Et là, l'idée, c'est vraiment d'instrumenter un bâtiment de 5000 m², un très grand constructeur. Donc, ça peut être un projet super sympa et voir justement les limites, toutes les limites, et même peut-être pas les limites d'ailleurs, de la 5G dans un bâtiment industriel. Parce que ça, c'est le vrai challenge pour moi. Les limites, est-ce qu'on parle encore déjà de 6G ou c'est vraiment trop prospectif pour l'instant? Non. Il faut parler de la réalité. La réalité, c'est la 5G. C'est aujourd'hui, il y a encore plein de modes qui ne sont pas, comme l'ont exprimé nos amis universitaires, qui ne sont pas encore déployés. C'est une réalité. La 6G, ce sera une réalité pas avant 10 ans. Donc, mais par contre, aujourd'hui, c'est concret. Il y a des équipements, il y a des logiciels, il y a des solutions clés en main que l'on déploie. Et là, soyons honnêtes, on parle quand même d'un cas d'usage qui est assez avancé. Mais la majorité des besoins, ce sont des besoins basiques de connecter en fait les opérateurs, les outils, les équipements d'un industriel déjà pour mieux fonctionner, pour baisser leurs coûts, pour automatiser des process, pour gagner du temps dans leur processus de fabrication. Voilà, donc c'est concret. Aujourd'hui, on répond d'abord à un besoin concret. Et comme je vous l'ai dit au départ, on part vraiment d'un terrain vierge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a soit rien du tout en sans fil à l'intérieur des industries, soit un tout petit peu de Wi-Fi, mais avec très vite des limitations qui sont fortes. Et on n'a pas parlé des contraintes de sécurité sur le Wi-Fi, parce que là, quand on parle de grands noms comme Stellantis, on peut parler d'Airbus ou plein d'autres. Je peux vous assurer que la sécurité, c'est un enjeu, et de ce que j'en ai compris, la 5G apporte une clé supplémentaire pour la sécurisation des données et éviter les portes ouvertes pour pouvoir rentrer dans les réseaux industriels. Et ça, c'est un vrai enjeu également. Et quand vous parlez de 6G, faut se détendre un tout petit peu. La 5G, on commence à le mettre dans les cahiers des charges des gros clients. Donc la 6G, c'est pas tout de suite quand même, objectivement. On aura un petit point sur la 6G. Voilà. On en reparlera dans 10 ans, je pense. Ouais, d'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle éventuelle. Oui, une question. Je veux bien que vous vous présentiez. Bonjour, Amine Aziane de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. J'avais une question, vous parliez du géofencing, donc le contrôle de l'outil
Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interaction avec l'humain, avec la personne qui manipule l'outil lorsqu'il y a est-ce qu'il y a des messages, est-ce qu'il y a une tablette, comment ils interagissent? Alors pour l'instant aujourd'hui, nous on a juste prévu de désactiver simplement l'outil. Parce que le plus important en fait, c'est dès qu'il sort de la zone, si on peut revenir juste... hop. L'objectif c'est dès qu'il sort de la zone, c'est que l'outil quand on fait ça, voilà, il faut le temps qu'il démarre, c'est qu'il ne fonctionne plus, tout simplement. Demain, après, on peut imaginer tout ce qu'on veut en fait. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'un opérateur sur une bord de ligne comme ça, il n'a pas le temps d'avoir des écrans du tout. Il faut quand même imaginer, c'est 1 mètre tous les 10 secondes. Je ne sais pas si... Enfin, il faut quand même imaginer des véhicules, c'est 60 véhicules heure dans certaines usines. Lui mettre des écrans, c'est triste, mais il n'a pas le temps. Donc en fait, lui, son objectif, c'est de garantir que ça ne fonctionne plus. C'est un câble invisible. On peut imaginer ça comme un câble invisible. L'outil est désactivé tout simplement. Peut-être, mais je verrais plus ça dans l'aéro que l'automobile. Voilà. Pour finir, s'il n'y a pas d'autres... oui, une autre question? Je vous en prie. J'aime bien que vous présentiez aussi. Merci. Youssef Nasser de la société GenerWave. Nous développons en fait des solutions qui ne sont pas basées sur la 5G, sur la RFID, dans des bandes basses. Okay. Enfin, je parle aux alentours de 1 giga. Et ce problème de localisation, détection et ainsi de suite est un problème de la RFID aussi. Je me demande s'il n'y a pas aussi un moyen de travailler, collaborer ensemble sur ce, parce qu'on a des solutions innovantes sur ça en fait. Absolument. Il y a clairement dans le couplage de différentes technos des résultats additionnels, soit en termes de précision, soit en termes de coût d'infrastructure auxquels on peut arriver. Moi aujourd'hui, on n'a pas trop parlé du coût du module qu'on va fixer ici, ça reste assez cher. L'objectif, ça serait, quand je vous disais démocratiser l'usage de la 5G dans le milieu industriel, il est évident qu'il va falloir qu'on travaille sur le coût de ces récepteurs. Donc si on peut arriver à amener sur le marché des récepteurs bien moins onéreux, ça veut dire qu'on va pouvoir tracer non seulement des outils chers comme celui-là, mais des palettes, des morceaux de produits qui seront non finis, pour toujours plus amener de compréhension de la supply chain et de où sont les différents éléments dans une usine ou dans un entrepôt. Donc je suis entièrement d'accord avec ça et ravi d'en parler après avec vous. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Juste, j'avais une question parce que c'est un peu le thème de la matinée. Est-ce que votre collaboration avec Eurecom continue ou est-ce que vous avez des envies de développer d'autres applications éventuelles? Donc oui, absolument, puisque dans le cadre du projet Géo 5G, on a un contrat de recherche avec l'Eurecom. Donc vraiment, les chercheurs de l'Eurecom travaillent main dans la main avec nos chercheurs. Mais on ne travaille pas qu'avec l'Eurecom, en fait. On a un projet, je ne sais plus s'il est accepté ou pas, en cours avec le CEA. Et nous, on est ouvert vraiment à toute collaboration. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé dans une autre société. C'était avec l'INRIA, qui a très bien fonctionné, sur lequel finalement les deux, l'INRIA et notre société, a vraiment bénéficié économiquement de cette collaboration. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de recréer aujourd'hui, d'abord avec l'Eurecom et puis ensuite avec d'autres labos de recherche. Nous, on est vraiment des férus défenseurs de ce mode de collaboration. On pense que ça marche, qu'il y a plein de manières de valoriser la recherche et qu'on a vraiment des labos qui sont à la pointe de sujets comme on a évoqué ce matin. Écoutez, merci, bravo pour ce projet et puis on suivra le développement industriel de la solution. Merci à vous, merci beaucoup.